À la une de l'actualité, dans cette édition commémoration ce jour à Ouagadougou des 25 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de l'UEMOA, est à Ouagadougou depuis ce matin pour prendre part à la cérémonie commémorative. Alassane Ouattara est arrivé et accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso. Nous verrons cela dès le début de ce journal. Et la victoire de Philippe Tshisekedi à la présidentielle en République démocratique du Congo. L'opposant arrive en tête devant Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Chadari. L'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante très tôt ce matin. Une victoire provisoire immédiatement contestée par une partie de l'opposition congolaise et mise en doute par la France. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le président de la République de Côte d'Ivoire est arrivé ce matin à Ouagadougou, présent au Burkina Faso pour prendre part à la commémoration des 25 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, Alassane Ouattara est accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Nous suivons l'arrivée du président ivoirien avec Amadou Ardo Diko. C'est à 9h30 GMT que l'avion présidentiel ivoirien s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Après les honneurs militaires et les hymnes des deux pays, les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré se retrouvent dans le salon présidentiel de l'aéroport. Après l'aéroport, les deux chefs d'État sont à l'hôtel Laïko pour un tête-à-tête. Le président Alassane Ouattara est en visite de travail à Ouagadougou dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'UEMOA. Et en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Alassane Ouattara a prononcé un discours lors de la cérémonie solennelle marquant le 25e anniversaire de l'Union, dont le thème est 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Suivons un extrait du président Alassane Ouattara. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs et de féliciter les femmes et les hommes de la commission de l'UEMOA et du Conseil des ministres statutaires qui ont œuvré au cours de ces 2 dernières décennies à faire de notre Union un exemple d'organisation régionale réussie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour préserver les acquis réalisés, accélérer le processus d'intégration sous-régionale et consolider notre marché régional commun, des défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Nous avons également, et il faut le reconnaître, de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin de longs délais pour le transport des marchandises. Propos recueillis pour nous par Jean-Eudes Bayala et Aboubakar Sagnon. Autre actualité, la problématique de la lutte contre la corruption au Burkina Faso au cœur d'une concertation entre l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile ce matin à Ouagadougou. Les deux parties sont animées d'une volonté de synergie d'action pour plus de complémentarité et d'efficacité sur le terrain. La rencontre devra accoucher d'une feuille de route qui précise les actions et le rôle de chaque partie. Jean Zongo, Maxime Zongo. Des journalistes d'investigation, une équipe du RENLAC conduite par son premier responsable, de représentants de bien d'autres OSC, bref,
Ils étaient nombreux à répondre à l'invitation de l'ASE-LCE. Objectif, construire une synergie d'action à même de bloquer la progression de la corruption au face chaud. Au lieu que nous soyons chacun de notre côté en train d'élaborer des programmes pour la lutte contre la corruption, nous pouvons conjuguer nos efforts pour faire en sorte d'opposer un front plus large à la corruption. La présente concertation permettra donc de dresser l'état des lieux de la corruption au Burkina, mais surtout de faire le point des activités à envisager à même de donner un nouvel élan à la lutte contre le fléau. Au terme de cette concertation, nous allons ensemble construire une feuille de route pour voir quelles sont les actions que chacun de nous veut mettre en œuvre et éviter les doubles emplois et éviter qu'on se marche sur les pieds. Ce n'est pas la peine de refaire la même chose si au niveau de la société civile, il y a des actions qui sont envisagées. Il faut que nous accompagnions la société civile. L'appel à l'ensemble des citoyens, une reconversion des comportements et un engagement total susceptible de construire des barricades solides pour endiguer l'avancée inquiétante de la corruption au Burkina. Eux sont chargés de trouver des solutions adéquates aux problèmes liés au foncier rural. À Bobo Dioulasso, eux, ce sont les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier. Et en prêtant serment ce mercredi, la centaine d'hommes et de femmes s'engagent à remplir correctement cette mission en toute impartialité et en gardant le secret professionnel. La commission a un délai de 6 mois pour apporter des propositions concrètes à la question du foncier urbain à Bobo Dioulasso. Reportage Martin Zerbo, Carole Mireille Touma. Les membres de la commission ad hoc chargée de l'appurement du foncier urbain dans les 7 arrondissements que compte Bobo Dioulasso prêtent serment au tribunal de grande instance de Bobo. Composée de membres issus de toutes les couches sociales de la ville, elle a pour mission de se pencher sur les problèmes fonciers de Bobo Dioulasso. Les commissions ad hoc qui sont installées dans les arrondissements de Ouagadougou et de Bobo tirent leur légitimité donc de la commission interministérielle qui a été mise en place et qui est présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre, et donc dont l'objet est de procéder donc à l'appurement du passif du foncier urbain. Il s'agira pour cette commission de travailler conformément au texte, notamment le décret interministériel qui met en place la commission pour premièrement identifier les problèmes qui sont liés au foncier urbain à Bobo Dioulasso. Deuxièmement, proposer des pistes de solutions pour que définitivement les problèmes du foncier à Bobo Dioulasso soit résolu. Cette commission, composée d'une quinzaine de membres pour chaque arrondissement que compte Bobo Dioulasso, doit statuer sur environ 18 000 problèmes liés au foncier urbain. L'enquête parlementaire a identifié 82 types de problèmes. Et nous aussi, dans les travaux, l'année dernière, on a identifié 70 types de problèmes. Mais quand on regarde les 82 et les 70, il y en a qui s'imbriquent. Je peux citer par exemple, les contributeurs au lotissement, des gens qui ont contribué au lotissement mais qui n'ont pas été attributaires de parcelles. Il y a des gens qui peuvent se retrouver à 2, 3, 4 voire plus sur la même parcelle, ce que nous appelons les multiples attributions. La commission est ainsi installée à 6 mois pour proposer des solutions. Avant d'entamer ces travaux, une formation est prévue pour les nouveaux membres, formation qui leur permettra d'avoir des notions, entre autres, en matière d'aménagement du territoire, de la promotion immobilière, de l'attribution de parcelles à usage d'habitation. Et la loi sur le quota genre, votée en 2009 et qui a été mise en œuvre, a certes permis des avancées, mais présente aussi des insuffisances et des limites qu'il faille travailler à corriger. La relecture de cette loi s'impose donc comme une nécessité au département en charge de la femme qui a commis des techniciens à cette tâche. Et en fait de relecture, il s'agit de faire des propositions pour mieux adapter le dispositif législatif au contexte actuel. Pascal Canet pour les précisions.
La loi sur le quota genre votée en 2009 peine toujours à être appliquée par les partis politiques. Selon cette loi, il faut avoir au moins 30% de femmes sur les listes des candidatures. Des propositions allant dans le sens de son efficacité sont faites par des acteurs de la société civile, mais aussi des techniciens des ministères en charge de la promotion de la femme et de l'administration du territoire. Au cours de cette rencontre, ces propositions seront examinées et validées. Après échange, la meilleure hypothèse a semblé être celle qui a été retenue pour la loi qui est en discussion actuellement, c'est-à-dire fixer les règles de positionnement sur les listes et aussi améliorer la sanction du non-respect de ces règles-là en cas d'observation des dispositions qui seront adoptées. Passé cette étape, ces propositions seront transmises au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, les acteurs de la promotion de la femme sont satisfaits de ces propositions. Je pense que ces femmes qui tout le temps apportent leur appui, ce sont elles qui votent nos politiciens. Donc il ne faut pas qu'elles soient en reste. Donc il faut qu'elles s'impliquent et s'associent à la vie active du Burkina Faso. La loi sur le quota genre, faut-il le rappeler, émane des conventions internationales auxquelles le Burkina a souscrit, notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et le protocole de Maputo. Le ministère en charge de la solidarité nationale qui reconnaît les mérites d'une cinquantaine de ses agents. Des travailleurs qui reçoivent des distinctions honorifiques à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, un moment qui permet à l'ensemble du département de marquer un arrêt pour une rétrospection en vue de prendre de nouveaux engagements pour 2019. Roger Kam et Messolange Digma. C'est un arrêt de travail voulu en ce jour par le département en charge de la femme et de la solidarité nationale pour faire le point des défis relevés en 2018 et dégager les perspectives pour 2019. Au nombre des acquis, on peut citer entre autres un dialogue direct avec le président du Faso, la dotation de 87 associations en technologie, la réinsertion de 278 personnes exclues dans leur communauté, le retrait de la rue de 105 femmes et jeunes filles et 72 enfants. Vous savez que 2018 est passé avec beaucoup ces lots d'attaques, de détresse alimentaire, de détresse humaine. Donc nous avons été beaucoup sollicités et ces défis restent pour 2019. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'expertise pour aborder ces défis et surtout, il nous faut une cohésion sociale, une cohésion intercollaborateur pour vraiment relever ces défis. Ce fut l'occasion de reconnaître les mérites et récompenser les efforts des travailleurs sociaux et partenaires du ministère dans l'accomplissement de sa mission. Ils sont 53 à être distingués. C'est la satisfaction et je reçois vraiment avec humilité cette médaille parce que je la dédie à tous mes collaborateurs. Mais particulièrement, je dédie cette médaille à mon défunt époux qui m'a beaucoup soutenu. Vraiment, c'est avec une légitime fierté que je reçois cette médaille. Et franchement, je remercie tous ceux qui ont contribué à cette distinction, notamment Madame la ministre et puis les collègues et bien sûr les amis qui nous accompagnent chaque jour au quotidien et bien évidemment nos confrères de toute la presse. Mon association consiste à faire des tables d'accouchement adaptées pour les femmes handicapées. J'aimerais voir un jour être content de savoir que cette grade a servi à avoir des tables d'accouchement dans les 45 provinces. Au cours de cette cérémonie, les agents admis à la retraite ont été remerciés pour les années passées au service des personnes vulnérables de la société. Une minute de silence a également été observée pour les hommes et les femmes disparus en 2018 et pour les victimes de Yirgou. Et puis, un détour par les États-Unis dans ce journal pour vous donner un petit aperçu du quotidien des Burkinabés de Houston entre études et activités socio-professionnelles au sein de l'association qui les regroupe pour se sentir en famille. C'est une organisation qui vaut à nos compatriotes dans cette ville une bonne réputation au sein des autorités locales. Mais l'éloignement de l'administration burkinabé reste leur principale difficulté. Et Vincent Kendrebego a rencontré quelques compatriotes pour nous.
Houston est la deuxième ville américaine qui accueille le plus de Burkinabés après New York. La plupart sont des étudiants. Et moi particulièrement, c'était l'université de Houston qui avait un centre de langue très reconnu et très excellent, où je suis venu apprendre mon anglais. Et aussi, du point de vue social et économique, Houston est une ville très émergente. Donc du coup, c'est un choix très équitable pour les étudiants. Estimé à quelques 2000 personnes, beaucoup se retrouvent dans l'ABH, l'association des Burkinabés de Houston. Cela fait de cela 11 ans maintenant que l'association a été créée. Les objectifs sont tant autres, je dirais, le resserrement de liens entre frères burkinabés et aussi aller à travers des actions sociales, je dirais, ici, même au Texas et vers le Burkina Faso. Au fil du temps, avec cette belle communauté qu'on a ici, on est arrivé à tisser des liens et je pense qu'on peut parler de famille maintenant. Certains ont monté ici leur propre business, comme Agnès Ilboudo, patronne de ce salon de coiffure. Quand je suis venue ici, c'est ça seulement que j'ai pris comme métier. Donc j'ai fait 6 ans avec une dame malienne avant d'ouvrir pour moi en 2015. Ça permet de vivre, de payer tes billes, s'occuper de ta famille, bon, et puis envoyer aux gens du pays aussi. À Houston, les Burkinabés immigrants illégaux sont quasi inexistants. Mais l'une des préoccupations majeures serait l'absence sur place d'un consulat général du Burkina Faso. La ville de Houston est la deuxième ville avec le plus grand nombre de représentations diplomatiques aux États-Unis, avec plus de 90 consulats. Ce n'est pas facile de devoir à chaque fois aller à Washington ou bien New York pour pouvoir refaire nos papiers, que ce soit les passeports, les actes de naissance pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent ici. Bien intégrés dans leur milieu, les Burkinabés jouiraient d'une bonne réputation auprès des autorités locales, notamment la mairie de Houston qui a dédié la date du 1er janvier à l'association des Burkinabés. Voilà, nous restons hors des frontières du Burkina où c'est la fin du suspense en République démocratique du Congo. L'opposant Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur de la présidentielle. Selon les résultats provisoires annoncés par le président de la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le leader de l'UDPS arrive en tête avec plus de 38% des suffrages exprimés devant Martin Fayoulou qui obtient 34% des voix et Emmanuel Ramazani Chadari qui lui récolte 23% des voix. Une victoire contestée par une partie de l'opposition et critiquée par la France. Les résultats définitifs seront proclamés par la Cour constitutionnelle d'ici le 15 janvier prochain. C'est lui, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Héritier de l'opposition, sa victoire avec 38,57% des suffrages est un événement sans précédent en RDC. Félix Tshisekedi est le fils d'une figure historique de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles il y a près de 2 ans. Il est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, fondée par son père dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu. Le plus grand pays francophone d'Afrique vit une situation historique pour plusieurs raisons. La présidentielle avait été reportée à 3 reprises depuis fin 2016. Le président sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans, a fini par accepter de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. Et c'est donc la première fois qu'un opposant remporte ce scrutin. La Cour constitutionnelle doit publier les résultats définitifs d'ici mi-janvier et les perdants de la présidentielle ont encore 10 jours pour contester les résultats auprès de l'institution. Pour l'heure, le principal opposant, l'homme d'affaires Martin Fayoulou, qui a obtenu 34,8% des voix, a déjà déclaré que ce résultat n'avait rien à voir avec la vérité des urnes. Il évoque un coup d'État électoral. À lire dans les quotidiens burkinabés, justement, la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en RDC. Les Burkinabés qui réagissent et donnent des avis partagés suite à la baisse du prix du carburant. Une actualité commentée dans les journaux de ce jour. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Que pensent les Burkinabés? Interrogation des éditions Le Pays en relation avec le réajustement des prix des hydrocarbures. Cette mesure gouvernementale est bonne à prendre, se contente un citoyen. Un autre lui emboîte le pas. Sur le principe même de la baisse, c'est une bonne chose. Attention, son de cloches différents. C'est carrément insignifiant, déplore un citoyen.
Un autre renchérit. Augmenter 75 francs CFA et baisser 20 francs CFA, c'est vraiment très peu. Une autre opinion dans le journal Le Quotidien tente une médiation, voire un arbitrage. Certes, la baisse est minime, mais l'État ne peut pas faire autrement. Chrysogome Zougmoré de la CCVC, lui, ne décolère pas. Il affirme dans les éditions Citoya que c'est une tentative de diversion de la part du gouvernement. Nous campons sur nos positions, ajoute-t-il, et la lutte continue jusqu'à ce que le gouvernement entende raison. Entendre raison, c'est la question que l'on peut aussi, électoralement parlant, se poser en RDC, où l'Obs se demande si le cas malgache fera-t-il école, allusion faite à Madagascar, au perdant de la présidentielle qui a accepté sa défaite et félicité le vainqueur. Attendre des résultats en RDC, mission suicide pour Corneille Nangaa, le président de la CENI, présume le journal Le Pays. Et Citoyen en déduit, la RDC retient son souffle. Loin des interrogations et supputations des autres, le journal Aujourd'hui au Faso, qui n'a pas fermé l'œil, dans l'attente justement des résultats de la présidentielle, clôt une partie des débats et affiche dans sa manchette du jour. C'est lui, Félix Tshisekedi, ici à l'image, le vainqueur de la présidentielle et le nouveau président de la RDC, selon les résultats provisoires de la CENI, proclamé ce jeudi 10 janvier à 2h du matin. Il est crédité de 38,57% des voix, devançant les candidats Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.